Je suis très heureux d'être ici. Effectivement, c'est la deuxième fois que je viens à Poussan. Mais la première fois, c'était pour présenter un petit peu la Ligue et, disons, confirmer à Madame Bourdeau tout l'attachement et l'estime que nous avons pour elle, pour le dévouement qu'elle déploie au profit de la Ligue, au profit de la lutte contre le cancer, qui est finalement une lutte qui nous est commune à tous. Il n'y a pas ceux qui luttent et ceux qui ne luttent pas. Ceux qui luttent sont là pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je dois remercier également la mairie de Poussan qui nous accueille dans cette maison des jeunes et de la culture et tous les représentants du conseil municipal qui facilitent donc ces informations qui sont extrêmement importantes venant de la Ligue contre le cancer, qui est une association qui est elle-même très engagée depuis plus de 100 ans, puisque nous avons fêté le premier centenaire de la Ligue en 2018, et qui a des missions tout à fait particulières concernant les aides aux patients, le soutien à la recherche, également des informations sur la prévention et le dépistage. Donc c'est quelque chose de très important, vous allez le voir dans un instant. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais enfin, je me présente très, très rapidement. J'ai 77 ans, je suis à la retraite depuis 7 ans, et je continue, j'espère en tout cas, à utiliser mon temps de manière la moins inutile possible. Vous savez, quand on est à la retraite, on a perdu l'illusion de l'utilité, mais on a gardé et conservé la certitude de l'inutilité. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit toujours assez mal. Donc j'essaie de m'occuper intelligemment. J'ai été professeur à la faculté de médecine pendant 39 ans, chef de service de radiothérapie 35 ans, directeur du centre anticancer 14 ans, dans ce centre où j'ai travaillé toute ma carrière, après mes études de médecine et l'internat, donc j'y suis resté 44 ans. Voilà. C'est quelque chose qui vous marque et qui ne peut pas vous laisser différent pour le reste des jours que vous avez à vivre. Je vous avais parlé probablement la première fois que je suis venu à Poussan des progrès de la cancérologie qui sont tout à fait réels. Je ne vais pas m'y attarder ce soir, puisque ce n'est pas le sujet. Mais dans les progrès, je vous avais parlé des progrès qu'on peut avoir par la recherche, par les explorations thérapeutiques et diagnostiques, les nouveautés en traitement, et également, je vous avais parlé probablement du diagnostic de plus en plus précoce qu'on appelle le dépistage, je vais y revenir, et également des problèmes de prévention. On sait que un tiers, même un petit peu plus, entre 35 et 40% des cancers pourraient théoriquement être évités. S'ils sont évités, bien sûr, on n'a pas à les traiter. Et si on n'a pas à les traiter, ça améliore globalement les résultats, ceci est tout à fait évident. Je vais vous parler donc du dépistage et de la prévention du cancer du côlon. Le côlon est l'intestin, le gros intestin. Le côlon et le rectum, on englobe le côlon rectum, le rectum étant la partie terminale du côlon qui permet l'évacuation des selles par ce qu'on appelle le complexe anorectal, qui est le rectum bas, et le sphincter de l'anus, c'est-à-dire le muscle de l'anus. Cancer du côlon, c'est le 3e cancer en incidence, c'est-à-dire en fréquence. C'est le 2e cancer en termes de mortalité, après le cancer du sein. Donc c'est un cancer fréquent et qui pose des problèmes, bien entendu. Et autrefois, le cancer du côlon était un cancer, enfin autrefois je l'ai connu cette période, je ne parle pas du temps des médecins de Molière, je parle d'un temps qui n'est pas si loin que cela, puisque je parle des années 70, 75, la majorité des cancers du côlon se manifestaient par des signes extrêmement bruyants sur le plan clinique. La plupart du temps, c'était les occlusions. Vous avez tous et toutes entendu parler des occlusions, c'est-à-dire l'obstruction du conduit digestif, du tube digestif, par une tumeur. Et ces occlusions-là étaient des révélations de cancers en général assez évolués, qui pouvaient donner des ganglions, souvent des métastases au niveau du foie, et pour lesquels les résultats thérapeutiques n'étaient pas très satisfaisants, puisque les tumeurs étaient évoluées, et qu'à l'époque aussi, nous avions très peu de traitements complémentaires qui venaient compléter des effets de la chirurgie, et très peu de chimiothérapie, puisqu'on ne faisait pratiquement pas de chimiothérapie à l'heure actuelle pour les tumeurs digestives. Donc ça, c'est quelque chose qui est une période totalement révolue,
Les formes occlusives existent encore bien sûr, mais elles sont beaucoup plus rares. Beaucoup plus rares, pourquoi? Eh bien parce qu'on les diagnostique, ces cancers du côlon, de plus en plus tôt, et on essaie tout au moins d'arriver à des stades beaucoup plus précoces avant même les obstructions complètes, les occlusions complètes du tube digestif. Donc ça c'est un point essentiel. La formation d'abord au niveau des médecins et des écoles paramédicales, l'information du public permet d'arriver à des révélations beaucoup plus précoces que l'on avait autrefois. Cette fréquence, elle est intéressante puisqu'elle répond au premier des 3 grands critères des tumeurs que l'on peut soumettre à un dépistage, un diagnostic extrêmement précoce. Il faut que, pour qu'une campagne de dépistage soit efficace, il faut que la tumeur soit fréquente, sinon ça ne sert à rien, en fait on le sait, de s'attacher à détecter précocement des tumeurs exceptionnelles. La rentabilité serait extrêmement faible. Donc elle est fréquente, cette tumeur. Deuxièmement, pour qu'une tumeur puisse bénéficier du dépistage, il faut qu'elle soit accessible. Bon, pour le cancer du côlon, c'est un petit peu différent par rapport au sein ou au col de l'utérus. C'est moins accessible. C'est d'ailleurs un facteur limitant, j'y reviendrai, important dans le développement de la participation au dépistage du cancer du côlon. Mais elle est tout de même relativement accessible. Il s'agit simplement d'aller chercher du sang dans les selles et quand c'est positif, quand il y a du sang dans les selles, de soumettre le futur patient à un examen qui s'appelle la coloscopie. Vous savez tous ce que c'est l'introduction par l'anus dans la partie basse du tube digestif, d'un tube qui est une fibre optique qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur, qui permet éventuellement de faire des prélèvements, c'est-à-dire des biopsies, lorsqu'il y a des structures qui paraissent anormales à l'œil. Donc fréquent, accessible, et enfin, le 3e critère que connaît également le cancer du côlon, c'est la curabilité, c'est-à-dire le taux de guérison. Il ne servira à rien de diagnostiquer précocement une tumeur, de la dépister, de mettre en œuvre des campagnes de dépistage extrêmement lourdes, coûteuses, sur tous les plans, sur le plan économique et sur le plan également humain. Ça ne servira à rien pour détecter une tumeur qui, de toute manière, qu'elle soit petite ou grosse, ne serait pas guérissable. On sait que le cancer du côlon, lorsqu'il est en très petite taille, il peut être parfaitement guérissable. Donc il faut vraiment s'attacher à développer la connaissance du dépistage du cancer du côlon dans le grand public, puisque de cette connaissance, de cette adhésion, de cette implication de chacun dépend la participation. Et l'efficacité, bien entendu, d'un dépistage ne peut se voir, ne peut se mesurer que s'il y a une participation suffisante. J'y reviendrai dans un instant aussi, puisqu'on a des problèmes au niveau, bien sûr, de cette participation pour différentes raisons. Donc le cancer du côlon, il est, comme le cancer du sein, comme le cancer du col, comme le cancer de la prostate d'ailleurs, il est un très bon candidat au diagnostic de plus en plus précoce et au dépistage. Il faut bien faire la différence entre ce que l'on appelle le diagnostic précoce individuel et le dépistage de masse. Ce sont 2 attitudes totalement différentes. Le diagnostic précoce individuel, c'est quand il vous semble que vous avez une petite anomalie, des constipations qui peuvent se répéter, que vous avez constaté vous-même la présence de sang dans les selles, que vous avez également de temps en temps quelques douleurs abdominales qui ne sont pas habituelles et qui ne sont pas normales. Vous consultez, vous allez voir votre médecin. C'est vous qui allez voir votre médecin, et le médecin, bien sûr, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire un diagnostic, et il peut arriver parfois à diagnostiquer chez vous, lorsque vous avez ces signes-là, des toutes petites tumeurs qui peuvent être présentes déjà et qui, bien entendu, méritent d'être traitées. Ça, c'est la première attitude, c'est le diagnostic précoce individuel. Le dépistage est un dépistage de masse, c'est-à-dire qu'on s'adresse non plus à des personnes qui ont des symptômes ou à des personnes qui ont réellement des anomalies pathologiques et qui doivent être considérées comme des patients, des malades, mais ça s'adresse à la population en général qui n'a rien, c'est-à-dire des gens bien portants, a priori. Et ce n'est pas la personne qui vient au-devant du médecin, c'est le médecin qui va au-devant du public.
Les campagnes de dépistage de masse, ce sont des campagnes que nous organisons avec différents organismes. D'abord les médecins, bien entendu, ensuite les organismes payeurs, qui sont l'assurance maladie essentiellement, certaines mutuelles, et ces campagnes de dépistage de masse s'adressent à l'ensemble de la population, et c'est véritablement là une action qui est inverse de l'action habituelle, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va au-devant du futur éventuel patient. C'est ça, le dépistage de masse. Et vous comprenez que s'agissant d'un dépistage qui s'adresse à la population entière, la population globale, on est obligé de toute manière de faire des sélections de familles, de cohortes, de futurs patients, de futurs non-patients, pour soumettre de manière préférentielle ceux qui ont des facteurs de risque plus importants que d'autres. Et on va privilégier, bien entendu, l'orientation des campagnes de dépistage vers ceux qui appartiennent à des groupes à risque, pour proposer des campagnes de dépistage dans un deuxième temps, éventuellement, à ceux qui n'appartiennent pas à ces groupes à risque. C'est exactement la même chose que l'on pratique quand on fait de la vaccination pour la Covid, par exemple. On a commencé à vacciner les personnes à risque, les personnes âgées et les personnes qui avaient des comorbidités. Et ensuite, on a étendu à la population globale. C'est tout à fait logique. C'est exactement la même chose pour un dépistage de masse, quel qu'il soit, et c'est le cas, bien entendu, pour le dépistage de masse du cancer du côlon. Ce dépistage de masse, il nous a fait faire incontestablement des progrès pour des raisons évidentes, donc j'y reviendrai aussi. Bien sûr, il est plus facile de traiter et de guérir une petite tumeur qu'une grosse. Bon, c'est pas la peine de faire de longs discours, c'est absolument certain. Il nous a appris, ce dépistage de masse, en plus des choses sur la maladie elle-même. En effet, lorsque on est appelé à faire une coloscopie, après la constatation par le dépistage, par la recherche de sang dans les selles, qui est positive, lorsqu'on fait ces coloscopies, eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit le côlon est normal et il s'agit de quelque chose petit saignement qui était en rapport avec soit des hémorroïdes, soit des éléments de colite passagère inflammatoire qui passent et qui vont, la plupart du temps, guérir tout seuls. Soit il y a quelque chose dans ce côlon, et ce quelque chose-là mérite bien sûr, ce qui est tout à fait possible en coloscopie, je vous le disais, il mérite bien sûr un prélèvement, une biopsie. Ce prélèvement, il peut montrer deux choses. Soit il s'agit d'un polype bénin, le polype bénin, c'est une petite tumeur bénigne. Soit il s'agit d'un cancer, soit à un stade précoce, soit à un stade plus évolué, ce qui est heureusement plus rare. Et ces constatations-là amènent, bien entendu, à proposer des traitements lorsque le diagnostic a été posé, lorsque le diagnostic a été fait. Il y a 20-25 ans à peu près, on disait, vous avez un polype, monsieur ou madame, on a découvert un polype chez vous, bon, c'est bénin, rentrez chez vous, soyez tranquille, vous ne risquez rien. Ceci est actuellement une affirmation totalement fausse. Fausse, et c'est une erreur médicale que de proposer ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on sait des choses que le dépistage nous a appris. On sait que l'immense majorité des cancers dans le côlon passent par le stade de polype. Et que cela veut dire que tous les polypes ne deviennent pas des cancers. Mais on ne sait pas distinguer précisément quels sont les polypes qui risquent de devenir des cancers et ceux qui ne le risquent pas. Et avec le temps, on sait que les polypes ont de plus en plus tendance à se transformer. Donc l'attitude actuellement médicale, qui est non seulement recommandée, mais qui est reconnue comme étant une attitude standard, c'est-à-dire comme une attitude qui, si elle n'est pas adoptée, peut vous amener de sérieux problèmes, non seulement des problèmes pour le patient, mais également des problèmes pour le médecin, des problèmes d'ordre médico-légal. L'attitude actuelle, c'est l'ablation systématique de tout ce que l'on voit. On fait non seulement le prélèvement, mais l'ablation par voie endoscopique d'un polype, l'ablation par voie endoscopique de quelque chose qui ressemble à quelque chose de plus évolué, vers le cancer ou le petit cancer. Et cette ablation-là
conduit bien sûr à examiner au laboratoire l'anatomie pathologique, c'est-à-dire on envoie ça à des spécialistes qui regardent ça sous le microscope et qui nous disent polype strictement bénin, très bien. Il ne faut pas croire qu'on a perdu notre temps d'enlever un polype bénin. On a gagné beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Eh bien, on a gagné non plus du simple dépistage, mais on a gagné au niveau de la prévention. La prévention du cancer peut être réalisée par le traitement de la tumeur bénigne qui peut être le stade précoce de l'authentique cancer. Et vous voyez là que deux notions que l'on confond très souvent, à tort d'ailleurs, dépistage et prévention, deux notions en fait se télescopent. C'est pour ça que ce n'est pas toujours très facile de bien comprendre les choses. Et que la prévention du cancer passe par le traitement, par le dépistage et le traitement du polype. Enlever le polype de 2022, c'est éviter un cancer en 2025. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. L'exérèse des polypes doit être systématique. Et lorsque, bien entendu, le prélèvement après la coloscopie a montré qu'il s'agissait d'un petit cancer ou d'un cancer un peu plus évolué, évidemment, il faut traiter ce cancer soit par voie endoscopique, lorsqu'il est tout petit, par simple résection, soit par voie chirurgicale quand il est plus gros, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a des pénétrations de la tumeur à l'intérieur de la paroi du côlon, il peut y avoir des disséminations vers des ganglions dans l'abdomen, et parfois, par voie veineuse, des départs de cellules qui peuvent aller coloniser le foie, et ça se traite ultérieurement par la chimiothérapie. Voilà. Donc ça, c'est la démarche, le parcours médical, le cheminement médical tout à fait classique, en partant du diagnostic vers le traitement. Ce dépistage nous a appris aussi beaucoup de choses sur le plan théorique, avec des applications pratiques assez immédiates. C'est le fait que, d'ailleurs on l'a vu aussi pour le cancer du sein, on l'a vu pour le cancer du côlon, c'est la même chose. On croyait autrefois que c'était binaire, c'est-à-dire quand on faisait des prélèvements, des biopsies, c'était soit bénin, soit malin. Bien sûr, c'est soit bénin, soit malin. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas binaire, c'est au moins tertiaire. Pourquoi? Parce qu'il y a entre la bénignité et la malignité toute une phase extrême, qui peut être extrêmement longue, donc très importante. Vous allez voir pourquoi. Cette phase-là, c'est la phase de transformation. Et cette transformation de tumeur bénigne, comme le polype, en tumeur maligne, le cancer, ne se fait pas en une nuit. Hein. Vous ne vous endormez pas ce soir avec un polype bénin, vous ne vous réveillez pas demain matin avec une tumeur. Ça serait dommage, parce que là, je ne vous parlerai pas de dépistage. Le dépistage ne serait pas possible si cette phase de transformation était très courte. C'est bien parce qu'elle est longue qu'on a le temps d'agir, qu'on a le temps de faire du dépistage, de diagnostiquer, de faire des traitements. Et cette phase longue, ça s'appelle la phase dite infraclinique ou infrasymptomatique, ou présymptomatique. Et ça peut durer plusieurs années. On sait très bien pour le cancer du sein comme pour le cancer du côlon. D'ailleurs, et encore plus pire pour le cancer de la prostate, que cette phase-là peut être extrêmement longue. Je fais une parenthèse pour le cancer de la prostate, ça peut rassurer certains messieurs. Je ne les rassure pas quand je leur dis qu'un homme sur deux, après 65 ans, a des cellules tumorales dans sa prostate. Un homme sur deux. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'un homme sur deux va devoir être traité pour son cancer de la prostate. Parce que quand on constate des cellules tumorales dans une prostate, à l'âge de 80-85 ans, la phase avant, s'il n'y a pas de symptômes, s'il n'y a pas de troubles urinaires ou autres, on ne fait rien. On ne fait rien pourquoi? Parce qu'on sait que les phases infracliniques dans la prostate peuvent durer 10, 15, 20 ans. Et quand vous diagnostiquez un cancer de prostate chez quelqu'un qui a 85 ans, bon, se préoccuper de ce qu'il va faire dans 20 ans, c'est peut-être très intéressant, mais enfin, ça parle de portée pratique évidente, certaine pour le patient à titre individuel. Donc on ne traite même pas, on surveille tout simplement. Donc cette phase infraclinique, elle peut être très longue. Elle est très longue aussi dans le cancer du côlon qui nous intéresse. Le cancer du côlon, cette phase peut durer plusieurs années. Et c'est pour cela qu'il faut, lorsqu'on commence à indiquer à des populations à risque qu'il faut se soumettre au dépistage du cancer du côlon, il faut dire aussi que le dépistage c'est pas une seule fois. Combien de fois j'ai entendu, on m'a fait le dépistage, il était négatif. J'ai dit, mais quand? Oh, il y a 5 ans.
ça veut rien dire. Il valait mieux ne rien faire. Il faut faire le dépistage tous les 2 ans. Parce qu'il peut se passer des choses en 2 ans. Pas des choses extraordinaires, vous n'allez pas y avoir le feu à la maison, mais il peut se passer des transformations cellulaires que une biopsie peut révéler. Et ça, il faut être très attentif à cela et bien comprendre que quand on commence à entrer dans des campagnes de dépistage, à titre individuel, il faut bien avoir en tête que ça doit revenir. Il faut tous les 2 ans pour le côlon, tous les 2 ans pour la mammographie, et tous les 2 ans pour le cancer du col, et même beaucoup plus quand il y a réellement des sujets, lorsqu'on s'adresse à des sujets à très haut risque, je vous dirais le mot. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, ça, qui est très important. Et donc, ces phases infracliniques, ces phases intermédiaires entre le bénin et le malin, sont actuellement extrêmement bien étudiées sur le plan cellulaire, extrêmement bien étudiées sur le plan génétique également, ça a son importance, et ce qui me permet de mieux connaître réellement les populations à risque, les populations sans risque. Et dans les populations à risque, il y a des risques faibles, des risques intermédiaires et des risques forts ou élevés. Et vous comprenez que la surveillance va être différente lorsqu'on n'appartient pas à une population à risque, ou lorsque, si on appartient à une population à risque, on est dans les forts risques, hauts risques ou dans les risques faibles. Et donc on est beaucoup plus adapté, on a des attitudes diagnostiques et thérapeutiques plus appropriées à chaque individu. Donc c'est un petit peu long, ça, mais je crois que c'est très important pour vous montrer que le dépistage est devenu, c'est pas une spécialité, mais enfin, c'est devenu une compétence tout à fait particulière à l'intérieur des spécialités, qu'elles soient la gastroentérologie pour le côlon, la gynéco pour le col ou le sein, ou la cancérologie. Actuellement, il y a dans les équipes des gens qui ne font que du dépistage. Ils sont formés à cela. Par exemple, le dépistage mammographique. Vous avez des gens qui voient entre 100 et 200 mammographies par jour. Ils ne font que ça. Évidemment, ils ont un œil beaucoup plus expert, beaucoup plus exercé que celui qui voit une mammographie tous les 15 jours. Donc, c'est